Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech spécial de vacances et spécial parce que c'est un Rendez-vous Tech qui a été enregistré en avance et qui en plus est un épisode spécial où on ne parle pas d'actualité mais d'un sujet spécifique. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va se poser la question, mais que diable fait un consultant en sécurité ? Est-ce qu'il se tourne les pouces à son bureau d'ordinateur en attendant qu'un truc horrible arrive et ensuite il débarque dans la société pour accumuler l'argent qu'il acquiert grâce aux fautes de ses clients? Est-ce qu'il fait d'autres choses que ça? Voilà, on entend le rire de notre consultant en sécurité spécial, Stéphane Le Boisselier. Comment ça va, Stéphane? Ça va et toi, Patrick? Eh bien, écoute, ça va. Comme les auditeurs le savent, je suis Patrick Béja. Généralement, j'anime ce podcast toutes les semaines. Là, on alterne épisodes spéciaux et épisodes animés par d'autres animateurs, puisque je suis en vacances, mais plus pour très longtemps. Si mes calculs sont bons, normalement, très très vite, je reviendrai et les vacances seront terminées. Malheureusement, à vrai dire, au moment où vous écoutez cet épisode, les vacances sont déjà plus ou moins terminées, puisque je suis en train de préparer l'épisode de la semaine prochaine. Si je me tiens au planning que j'avais établi, ce qui n'est pas sûr, ça se trouve je dis ça, et on est mi-juillet pendant que vous écoutez cet épisode, et on est à des semaines, de longues semaines de la fin de mes vacances. Qui sait, vous en entendrez peut-être parler sur Twitter. Quoi qu'il en soit, merci Stéphane d'être avec nous pour cet épisode spécial que nous enregistrons, bien avant sa diffusion, donc peut-être qu'il y aura eu des attaques de folie dans le monde de l'informatique entre l'enregistrement et la diffusion, mais puisqu'on va parler de tout plein de choses que tu fais au quotidien dans ton métier de consultant en sécurité, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, pour que les auditeurs aient un petit peu une idée du contexte qui t'amène à nous pour cet épisode? Alors ouais, déjà merci à toi pour cette nouvelle invitation. C'est vrai que d'habitude on débat plutôt ensemble de l'actualité tech et les gens me connaissent plus dans le rendez-vous tech sous cet aspect. Effectivement, moi je suis Stéphane Le Boisselier, je suis consultant en sécurité informatique. Alors je fais de la sécurité informatique depuis pas loin de 20 ans maintenant, hein, donc on sait tous les deux qu'on est de la même tranche d'âge, voilà. C'est-à-dire qu'on est très jeune en fait, c'est ça ce que tu essaies Voilà, de dire. ouais, exactement, on est très jeune, au moins dans notre tête. Mon corps me rappelle que je le suis un peu moins parfois. Donc voilà, j'ai été responsable sécurité des systèmes d'information d'une banque dans le passé, puis d'un laboratoire pharmaceutique. Ou pour le compte d'un laboratoire pharmaceutique, ça dépend de quelle position on se trouve, puisque j'étais chez la société informatique qui opérait tout leur système d'information. Et donc, par la suite, comme j'aime bien le changement, je suis quelqu'un qui aime bien les challenges, j'ai décidé de quitter ce qu'on appelle le client final, hein, donc la société, les grosses sociétés, pour partir dans le consulting et essayer d'aller aider les clients dans différents aspects de la sécurité informatique au quotidien en tant que consultant. Voilà. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais depuis quelques années. T'es consultant dans une firme ou t'es à ton compte? Non, je suis dans une firme dont le nom est une couleur. D'accord, je ne les connais pas assez pour... dans une filiale dédiée à la sécurité. D'accord, je ne les connais pas assez pour décrypter ce puzzle, mais on le laissera à l'appréciation des auditeurs. Non, je pense que les patriotes et les auditeurs du Rendez-vous Tech auront assez vite, notamment parce que j'ai des collègues qui t'écoutent. D'accord, très bien. Mais effectivement, donc, tu es dans ce milieu depuis un bon moment et on va parler des différents métiers que tu fais, des différentes activités, des différents types d'interventions. Et ça couvre quand même des choses assez larges. Ça va de l'urgence du moment où il y a un client qui t'appelle pour te dire « il n'y a plus rien qui marche, qu'est-ce qu'on fait ?» jusqu'à des travails beaucoup plus en profondeur et sur le long terme, qui sont des accompagnements pour la certification, des aides pour se mettre en conformité avec des régulations nouvelles, etc. J'imagine que les auditeurs savent que ce métier existe, de la même manière que d'autres épisodes spéciaux qu'on a fait pendant ces quelques semaines. Les auditeurs savent que ces métiers existent, mais ils ne savent pas forcément exactement ce que ça implique dans le concret. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans ces épisodes spéciaux.
spéciaux. Et on va commencer avec peut-être un scénario comme pendant qu'on préparait l'émission, je t'ai dit, il y a plein de trucs que tu fais, toutes sont intéressantes, mais il y en a qui sont un petit peu plus, un peu plus buzzy que d'autres. Et je te propose qu'on commence avec ces moments de panique qu'on pourrait imaginer dans une série télé ou dans un film. Un client s'est fait bloquer ses ordinateurs par un vers informatique, un ransomware, c'est-à-dire qu'il y a un écran qui s'affiche sur les ordinateurs de toute la boîte avec « Votre réseau est infecté, bloqué, payez-nous immédiatement tant de milliers d'euros en bitcoin à cette adresse, sinon on efface tout dans 7 jours ou 24 heures ou ce que c'est. » Et là, ils décrochent leur téléphone et ils disent « Stéphane, qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, tu fais quoi ? Peut-être que tu peux mieux expliquer que moi ce que c'est qu'un ransomware, mais commençons par ce sujet. Ça m'est arrivé il y a 15 jours, hein, donc je peux te... Voilà. Et sachant que le client en question est un ami. Donc il m'a appelé sur mon téléphone perso à une heure totalement indue pour me dire « Stéphane, qu'est-ce que je fais ?» Écoute, j'espère ne jamais en être victime, mais si jamais c'est le cas, je t'appellerai quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit aussi. Sache-le, comme ça t'es prévenu. C'est gentil. Alors en plus, là, le copain, je l'ai appelé en lui disant... T'as de la chance. Alors lui, il avait attrapé Grand Crab, qui est un ransomware bien connu, dont l'équipe de hackers qui, de souvenir, sont des Russes, ont annoncé qu'ils partaient à la retraite puisqu'ils avaient réussi à récolter pas moins de 2 milliards d'euros. Donc ils ont de quoi aller. Ils ont de quoi aller sur une petite île tranquillement se reposer. Non mais c'est de la folie, vraiment 2 milliards. Ouais, mais c'est incroyable. Après, c'est ce qu'ils ont annoncé. On connaît pas du tout le vrai du faux. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est ce qu'ils ont annoncé. Un ransomware, grosso modo, effectivement, comme tu l'as décrit, c'est un genre de. Alors, j'ai promis de pas être trop technique, mais de l'être un peu. Bon, on va voir si j'y arrive. Il faut forcément un petit peu, bien sûr. Mais voilà. Mais effectivement, c'est un programme informatique qui vient chiffrer, alors, on dit chiffrer en français, on dit pas crypter. Qui vient chiffrer toutes vos données, tous les disques durs, alors, soit des postes de travail, soit des serveurs de l'entreprise sur lesquels sont stockées des données, et qui vous demande effectivement une certaine somme d'argent par serveur ou par fichier qui a été chiffré. Pour vous donner les clés de déchiffrement, et puis en général ils vous disent c'est là où les mecs ils sont quand même super forts, et ils vous disent écrivez-nous, on vous donnera un bout de la clé de déchiffrement pour aller déchiffrer 2-3 fichiers pour vous prouver que c'est bien nous qui possédons les clés avant que vous payiez. Donc, c'est sympa quand même, ils te montrent que... Voilà, ils attirent le chaland. Alors sur des vieux ransomware, on arrivait nous avec ces premières clés à essayer d'en déduire d'autres et à pouvoir un peu libérer le client. Aujourd'hui, alors il y a beaucoup de métiers en plus de consultants en sécurité, et là en général nous on a des équipes dédiées d'intervention. C'est-à-dire que moi je vais plutôt là intervenir en disant au client ok, je prends les choses en main et j'appelle les experts Miami là, ou Las Vegas, ou ce que tu préfères. Parce qu'on a des équipes en fait dédiées, donc qu'on appelle des cellules réponse à incidents, qui sont dédiés à ce genre d'incidents majeurs et hyper bloquants pour les clients. Donc eux, ils débarquent avec les mallettes, etc. Ils analysent tout. Faut savoir mais que c'est vraiment. Attends, on est entre la plaisanterie et la réalité là, mais c'est vraiment genre on débarque avec les mallettes, les casquettes et les jaquettes FBI ou non, mais c'est pas. En fait, c'est pour imager, mais on a vraiment une équipe qui ne fait, enfin, on a des équipes qui sont dédiées à ça et qui effectivement, alors pas avec les mallettes, etc., plutôt avec leur ordinateur portable et un certain nombre d'équipements et qui arrivent chez le client et qui essayent de voir ce qui s'est passé. La première chose à faire, et ce qu'on dit au client, c'est que dès qu'il s'est aperçu de la chose, c'est de couper les sauvegardes, de couper les serveurs de sauvegarde et de couper tous les serveurs qui sont pas infectés. D'accord ? Pour que nous, on puisse essayer de récupérer un maximum de choses. Malheureusement, parfois, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire que quand tu dis couper les serveurs, les sauvegardes, c'est que si jamais les fichiers chiffrés sont sauvegardés... atteignent les sauvegardes, du coup la sauvegarde elle-même est chiffrée et donc on ne peut pas restaurer les bases de données à un instant T. Et ça prend, tu sais combien de temps ça prend ? Ça dépend du rythme de sauvegarde, j'imagine, mais... C'est très variable. Ouais, ça dépend de comment tu as configuré ton truc. Il y a des sociétés où si tu n'interviens pas dans les 2 heures, c'est fini. Et d'autres où on a un peu plus de
Ça dépend d'énormément de choses, en fait. De Ouais. l'architecture réseau, des équipements de sécurité qui sont en place, de quel est le vecteur de propagation du ransomware. Ça dépend Hmm. d'énormément de choses. Donc en fait, Moi, vous leur mon dites. dernier client en date, on n'a pas eu d'autre choix de lui dire, si tu veux récupérer tes données, tu dois payer. Ah oui, d'accord. Donc il y a des cas où vous arrivez trop tard et vous pouvez pas déchiffrer Alors en le fait, truc. Et... on ne peut pas déchiffrer. La Hmm. plupart du temps, maintenant, c'est de plus en plus compliqué. Les attaques sont vraiment hyper compliquées. Donc, ce qu'on essaye, c'est d'intervenir en amont, donc Hmm. de sécuriser au maximum les infrastructures, de faire de la sensibilisation à la sécurité, on va en parler après, mais auprès des utilisateurs de l'entreprise pour les éduquer, leur expliquer qu'il ne faut pas ouvrir n'importe quel type de mail, qu'il faut se méfier, etc. Enfin, on fait beaucoup de choses. Et donc, effectivement, parfois, on ne peut pas déchiffrer et il faut payer. Et en plus, les Parfois, sommes qu'ils demandent, les hackers, c'est généralement des sommes adaptées à la société ou à la personne qu'ils bien ont entendu, infectée, de manière à ce que ça soit possible de payer. C'est pas qu'ils vont demander 12 millions à une petite PME. exactement. C'est Donc, totalement adapté par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est des gens, aujourd'hui, attention, hein, aujourd'hui, les hackers, c'est plus le petit adolescent boutonneux qui est dans son coin. Aujourd'hui, c'est des bandes organisées et c'est du crime organisé. c'est du... Ça, Ouais, il faut en avoir pleinement conscience. Aujourd'hui, c'est du crime organisé. Toute la partie ransomware, etc., c'est des groupes de fraudeurs fortement aguerris, très bien organisés, avec différents échelons qu'on a du mal à démanteler, parce que, un peu comme le système Tor, qui est un système en oignon qui permet de ne pas retrouver la source quand on est au point de terminaison, ils sont organisés de la même façon, de sorte qu'on ne puisse pas remonter aux têtes pensantes si on arrive à attraper les petites mains. Ça fait Donc penser à une organisation mafieuse. Du coup, moi, en bon spectateur de séries télé et de films, une question me vient. Est-ce qu'ils sont dangereux, ces gens? Genre, vous qui faites de la sécurité pour les contrer, ça fait un petit peu les experts, effectivement, mais est-ce qu'il y a des moments... Bon, j'imagine qu'ils vont pas vous envoyer un tueur à gages sur le nez, mais est-ce qu'il y a des gens qui se font, je sais pas, doxer, qui se font voler leurs informations personnelles, qui se font voler leur identité, justement par ces gens-là? Ou alors est-ce que ça attire justement trop l'attention sur eux et ils se disent non, c'est pas la peine de faire ces alors, conneries. j'ai envie de dire qu'il y a différents types de groupes. Hmm. Il y a des groupes de fraudeurs qui eux vont chercher à récupérer ton identité et aujourd'hui vendent ton identité numérique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils sont capables de complètement prendre l'empreinte de ton PC, parce qu'aujourd'hui tu as beaucoup de biométrie, mais qui est liée à ton PC. Donc les données sont récoltées par exemple auprès de ta banque. Ils savent que quand tu viens les visiter, c'est soit sur ton téléphone qui est un iPhone ou un Android en version temps, avec telle résolution d'écran, que tu as tendance à cliquer à telle vitesse, de telle façon, sur telle icône, etc. etc. D'accord? Tout ça, en fait, est pris dans une base de données auprès de ta banque pour que quand tu te présentes, en fonction du comportement, ce qu'on appelle de la biométrie comportementale, en gros, hein, on sache que c'est toi. Et- Aujourd'hui, les fraudeurs sont capables de revendre cette identité numérique, en plus de tes données personnelles, à d'autres fraudeurs pour, par exemple, obtenir un crédit à ta place et faire de l'usurpation d'identité. Donc Moi, ça c'est... je pensais plus. Alors, d'une part, effectivement, ce genre de données biométriques, pour que les gens comprennent bien, c'est des données biométriques qui sont utilisées pour déclencher des suspicions de fraude, justement, quand les Oui, comportements correspondent pas à ce qu'ils connaissent de vous. Ils se disent, oula, là, il y a peut-être quelque chose de bizarre. Peut-être que la personne s'est fait voler ses identifiants. c'est ça. Donc, on Tiens, va monsieur demander plus Béja, d'informations. d'habitude, il est en Finlande. Là, il arrive depuis les Pays-Bas ou il arrive depuis l'Irlande. Est-ce qu'il n'a pas un VPN? Tiens, mais monsieur Béja, il n'a jamais de VPN. C'est bizarre. Du coup, soit ça va déclencher un mécanisme de sécurité complémentaire pour vérifier que c'est bien toi et que potentiellement tu es en voyage ou quoi que ce soit. Donc, avec un deuxième facteur d'authentification, par exemple. Soit ça va bloquer et déclencher une alerte auprès des services fraude de la banque pour investigation.
Et donc, s'ils réussissent à récupérer ces données et qu'ils ont en plus d'autres données, ils peuvent réussir à se connecter à ton compte en banque, par exemple. Moi, ce à quoi je pensais, c'était plus, est-ce qu'ils viennent vous chercher des emmerdes à vous, les chercheurs en sécurité? Non. Tu vois, est-ce qu'il y a des petites batailles qui se déclenchent? Non, ça, c'est le genre d'attention qu'ils veulent pas, quoi. Alors, non. En plus, nous, on a un laboratoire d'épidémiologie, donc on regarde absolument tout ce qui se passe sur le net, tout ce qui se trame, et on détecte les attaques, etc. en amont. En général, elles arrivent rarement jusqu'à nous. Par contre, tu demandes s'ils sont dangereux. Pour moi, oui, ils sont dangereux, parce que j'estime qu'à partir du moment où on balance un ransomware dans un hôpital, on est quelqu'un de sans scrupules et dangereux. Oui, et c'est déjà parce que là, on met en danger la vie des patients de cet hôpital. Et donc là, pour moi, il dépasse les bornes. Autant, est-ce que ce sont des attaques qui sont très ciblées, ou est-ce qu'il y a tout est-ce que c'est des bots qui tournent en boucle, qui essayent d'infecter tous les réseaux possibles qu'ils détectent avec les failles qu'ils connaissent, ou est-ce que, et il y a peut-être des deux, est-ce que c'est des attaques où ils ciblent, effectivement, ils vont aller chercher pendant, je sais pas, une semaine, ils savent que tel responsable marketing, ils ont telles informations sur lui parce qu'ils sont tombés dessus dans un fichier de données leakées, et ils disent, ah bah tiens, un tel, il bosse dans telle société, je vais passer une journée à essayer d'infiltrer ce réseau en envoyant un email ciblé à cette personne, et puis si je passe qu'une journée dessus, bah, on peut potentiellement en tirer 25 000 €, donc ça vaut le coup, quoi. C'est ce genre de choses, ou c'est plus automatisé que ça? Non, alors à une époque, ils ratissaient large, ils voyaient où ils rentraient, et effectivement, ils s'adaptaient, ils étaient agiles, et ils s'adaptaient en fonction du contexte. Aujourd'hui, les derniers retours qu'on a, comme c'est des bandes organisées, de plus en plus, il y a une phase d'étude de la victime en amont. Il y a du social engineering où l'attaquant va appeler, essayer de voir où sont les failles humaines dans l'entreprise, effectivement, pour pouvoir aller attaquer la bonne personne et être sûr que le ver va pouvoir se propager. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui, on a vraiment affaire à du crime organisé, et c'est de plus en plus compliqué parce qu'effectivement, ils choisissent leur cible et ils savent où ils vont, quoi. C'est-à-dire que tu peux recevoir un appel, par exemple, j'en sais rien, tu es une société de... j'ai aucune idée, mais tu fabriques des râteaux, tu as un fournisseur qui t'appelle pour te proposer tel type de métal pour ton râteau, et il dit, bah, je vais vous envoyer un document pour vous montrer, enfin un document qui détaille d'où on se fournit, quel type de trucs on fait, et c'est un document, et du coup, tu raccroches, tu reçois le mail de la personne en question, tu prêtes pas trop attention, il y a un PDF, tu double-cliques et là, ça lance une attaque parce qu'ils connaissent telle faille de tel système. Ouais. C'est ce genre de truc, quoi. C'est ce genre de truc. Et c'est hyper difficile à contrer. C'est hyper difficile à contrer. Après, il y a un certain nombre de mesures qu'on peut prendre sur le plan technique. Et puis après, effectivement, sensibiliser les utilisateurs. Parce qu'en général... les gars écrivent quand même, ils font encore des erreurs, donc c'est fait avec des noms de domaine un peu bizarres. Il y a toujours encore quelques fautes d'orthographe parce que, comme souvent, c'est pas forcément des Français qui sont derrière. Ils passent par des outils de traduction, et en général, niveau grammaire et orthographe, ça pose des soucis. Mais alors, en ce moment, on en voit un peu moins, mais tu as eu la grande époque des arnaques au président qui faisait légion. En fait, ils ciblaient les sociétés qui étaient en cours de changement de comité exécutif, ou qui étaient en cours de rachat, etc. Et il disait, bonjour, je suis le président machin, j'ai besoin pour une acquisition, je suis actuellement en Chine, pour une acquisition d'une société, j'ai besoin que vous versiez absolument 150 000 € tout de suite sur tel compte, tel numéro de compte, et ça marchait. Oh, mais il donnait le nom du président, effectivement, de la nouvelle structure, et ouais, et il y a plein de gens qui payaient. Il y a plein de boîtes qui se sont fait avoir. Et nous, on nous appelait au secours en disant, qu'est-ce qu'on fait? Et là, j'imagine que c'est un peu trop tard, quoi. Là, c'est trop tard. Donc après, nous, on a une cellule juridique qui aide les gens à faire les démarches, etc., etc., pour essayer de récupérer ça derrière. On arrive à tracer l'argent.
mais c'est super compliqué. Et j'imagine quand tu es dans les bottes de la personne qui a fait cette erreur, tu dois te sentir... Parce que c'est le genre de truc où, sur le moment, tu t'y penses pas trop et tu le fais, ça te paraît naturel. Et quand tu regardes ça après, tu te sens tellement con et tellement coupable d'avoir fait une erreur aussi grosse. C'est ça. Alors que sur le moment, ça te paraît pas si grave. Et non, parce que en plus, le gars, il va te mettre en confiance. Il va faire appeler un faux avocat. L'avocat va dire bonjour, je suis l'avocat de monsieur machin, etc., etc. Tu vois. Donc, il va y avoir tout un scénario qui va mettre la personne sous pression, qui fait que du coup, elle va dire non, mais il n'y a pas de doute possible, ok, j'y vais. Et le dernier que j'ai eu, en fait, la femme, c'était une femme à la compta. Et en fait, au moment de cliquer sur transférer l'argent, elle a eu un doute. Et par je sais plus quel biais, elle a dit, elle a été voir un collaborateur, elle lui a dit mais t'avais pas le numéro personnel du président toi? Et il lui dit ah si je l'avais eu dans le cadre de tel projet machin etc. Et elle lui dit tu peux me le donner, il faudrait que je l'appelle pour un truc urgent. Elle l'a appelé, elle l'a eu sur son perso. Le président en l'occurrence était en vacances sur une île, mais tout ça les pirates le savaient, tu vois? Ah ouais, carrément. Et du coup, il était en vacances. Du coup, il savait que son téléphone pro était potentiellement pas allumé. Et donc, elle l'a appelé sur son perso. Elle lui a dit écoutez, monsieur le président, voilà ce qu'on me demande. Et il a dit vous bloquez tout de suite. Ouais. Oh, le trait de génie, là, elle mérite la Légion d'honneur, la nana. Elle a gardé sa place à vie dans la société. Bon, revenons un petit peu, on va continuer à parler de tout ça, mais revenons un petit peu dans le concret des attaques de ransomware. On en a parlé, mais donc, vous envoyez les gars FBI avec les casquettes et les gilets et leurs ordinateurs portables, et ils font quoi, en fait? Parce que tu me disais, généralement, c'est chiffré, on n'arrive pas à déchiffrer, donc on dit souvent de payer, mais qu'est-ce que vous faites une fois que vous êtes dans les locaux? Vous essayez de trouver l'origine? Qu'est-ce que vous pouvez faire, en fait? On essaye de trouver déjà le patient zéro, ouais, comme souvent. Pour essayer de limiter la propagation de l'attaque si elle ne s'est pas déjà propagée à toute l'entreprise. Et du coup, après, on arrive à récupérer le verre, le programme, et on arrive du coup parfois à déterminer quelles peuvent être les clés de déchiffrement. Comme je te le disais aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué, donc on essaye plutôt de limiter la casse. Aujourd'hui, ce qui se passe en fait, et ce qui s'est passé dans quelques cas, c'est qu'on demande à l'entreprise d'être patiente, de repartir sur des nouvelles bases, et on l'aide à sécuriser son infrastructure, réseau, logiciel, serveur, etc. Parce que très souvent, en fait, les attaques de ransomware comme ça donnent lieu à un mandat d'arrêt international auprès d'Interpol. Quand Interpol arrive à attraper les gars, ce qui est arrivé assez régulièrement, en fait, on arrive à mettre la main sur le serveur avec où sont les clés de déchiffrement, du coup, et à envoyer les clés de déchiffrement aux victimes. Ouais, mais ça peut prendre des semaines, des mois, peut-être même. Mais ça peut prendre des semaines, voire des mois. Et du coup, quand tu dis repartir sur des bonnes bases, il faut carrément changer le matériel, genre tu changes tous les ordinateurs de la boîte, ou tu reformates les trucs simplement et tu as gardé les fichiers chiffrés sur les serveurs. Alors, tu reformates, nous on vérifie derrière qu'il n'y a plus de traces du verre sur le réseau, que le ransomware est plus là, et plus sur le réseau, que il n'y a pas en plus un petit soft genre crypto miner, parce qu'ils aiment bien ajouter aussi, tu vois. Donc non seulement il te bloque ton ordi, mais en plus il l'utilise pour miner du Bitcoin, tu vois. D'accord. Et donc, voilà. Quand vous trouvez le type de logiciel, ou le logiciel, c'est vraiment de la virusologie, vous trouvez le type de logiciel, parfois, moins aujourd'hui, mais parfois, vous réussissez à trouver, peut-être que vous les connaissez, donc vous pouvez trouver soit, j'imagine, au début, il y avait des failles qui vous permettaient de déchiffrer, ou peut-être que vous avez les clés de chiffrement qui sont utilisées. En fait, au début, ils utilisaient des clés de chiffrement avec un algorithme, alors c'était des clés de chiffrement à 128 bits, qui n'était pas énorme au final, et dont l'algorithme qui était utilisé nous permettait de prédire à peu près les 80 premiers bits de la clé. Du coup, il ne restait pas tellement de travail à faire, et sur les tout premiers ransomware, on arrivait quand même à parer un certain nombre d'attaques et à détecter, enfin, à trouver un certain nombre de clés. Vous testiez les, 4 milliards de possibilités restantes,
Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est trop bien organisé. Et aujourd'hui, à moins de remettre la clé de trouver la clé de déchiffrement sur les serveurs parce qu'ils ont été saisis par Interpol, c'est quand même ultra compliqué. D'accord. Alors ça, c'est une fois qu'on a été attaqué. On a beaucoup parlé de sensibilisation à la sécurité. J'imagine qu'il y a beaucoup Parlons de ça un petit peu. Donc, il y a une autre de tes activités. Tu vas dans une société qui a commandé à ta boîte un séminaire de sensibilisation à la sécurité parce qu'ils veulent pas se faire avoir. Tu y vas avec ta présentation PowerPoint. Et c'est surtout des explications sur ce que c'est le phishing ou le spear phishing, donc les ciblages très personnalisés. Ou alors vous allez surtout voir les responsables en sécurité informatique et vous vérifiez que tous les logiciels sont à jour avec les dernières mises à jour de sécurité, etc. Ou est-ce que c'est les deux Alors non, ça c'est plutôt une phase qu'on dirait d'audit. Si je vais vérifier l'infrastructure, etc., on est plus dans de l'audit et on regarde effectivement comment est-ce qu'ils fonctionnent, est-ce qu'ils sont à l'état de l'art ou pas. Sur la partie sensibilisation, on a plusieurs choses. On a des portails sur lesquels les gens peuvent se connecter et venir apprendre c'est quoi un virus, c'est quoi un ransomware, c'est quoi un cryptolocker. Voilà, je dirais pour Madame Michu, commencer à dégrossir, c'est quoi un spam. C'est quoi le phishing? Parce que le phishing, parfois pour c'est quoi? C'est la tata ou la mamie du Cantal? Je sais plus, la tata, je crois. Je crois que c'est la mamie du Cantal, je sais plus. Mais on va être un petit peu moins sexiste, on va dire le papy du Cantal. Voilà, exactement. Nous, on va inventer le papy du Cantal. Du coup, voilà. Donc, il y a des choses très très basiques. Après, on a effectivement des séances plénières où là, je vais dérouler mon petit PowerPoint en bon consultant, tu vois, avec ma petite télécommande et tout, et effectivement où je vais leur apprendre et leur faire un petit peu peur. Après, je t'interromps encore une fois, excuse-moi, pour te poser la question. On a tous fait dans les entreprises ces séminaires qui vous apprennent à faire tel ou tel truc, sensibilisation à tel ou tel machin. Généralement, c'est soporifique et les gens les regardent d'un œil et cliquent rapidement pour arriver à la fin. C'est ça. Est-ce que les gens c'est pour ça que nous, on a inventé d'autres méthodes. D'accord. Voilà. Par exemple, aujourd'hui, on propose un escape game. Alors là, c'est plus pour les managers, mais on propose un escape game où, en fait, on réunit entre 5 et 7 personnes. Après au-dessus, ça commence à être un peu trop, dans une salle de réunion. Et où, en fait, dans la salle de réunion, on va semer quelques indices. Ces indices doivent mener à un code et en fait tous ces indices qu'on a laissés sont des fautes en termes de sécurité que tu peux faire. Tu peux nous donner un exemple un mot de passe qui a été écrit qui est dans un papier froissé sur la poubelle. Laisser un post-it sous le bureau. Est-ce que c'est des légendes urbaines ça ou est-ce que les gens le font vraiment? Ah non, mais moi je le vois tous les jours. Ah oui, vraiment, c'est hyper commun quoi. Le mot de passe sur le post-it. Ah non, alors j'ai plus la photo parce que je pense que tu aurais presque pu la mettre dans les notes de l'émission. J'avais une photo où en fait l'écran était entouré de 7 ou 8 post-it avec des mots de passe à des applicatifs différents sur l'écran. Mais alors, ce genre de choses, je pense qu'il y a des auditeurs qui entendent ça et qui disent « Ouais, mais enfin, attends une seconde, le post-it sur l'écran, dangereux, machin. Les espions qui sont en Chine ou en Russie, pardon, pas les espions, mais les malfaiteurs qui sont en Chine ou en Russie, ils vont pas venir dans nos bureaux regarder ce qui est écrit sur mon post-it. » Et je t'avoue que même moi, je me dis, j'ai du mal à savoir comment ça va du post-it qui est sur mon bureau à une attaque ciblée sur l'infrastructure informatique. Comment ça se passe? Est-ce que tu sais Alors, déjà, est-ce que tu connais le ratio entre le nombre d'attaques qui proviennent de l'extérieur et le nombre d'attaques qui proviennent de l'intérieur? Bien sûr, il y en a 3 fois plus qui viennent de l'intérieur, puisque tu me poses cette question. Alors, le ratio, il est de 80-20. Ah oui, 80% des attaques proviennent de l'interne. Un stagiaire qui est en fait pas là du tout pour faire son stage, mais qui est là pour récupérer des données, ou un salarié mécontent. D'accord. Et c'est vraiment une grosse... Parce que là, on a parlé de ransomware, donc ça a peut-être donné une image un petit peu faussée des problèmes de sécurité que peuvent avoir les entreprises. Mais effectivement, généralement, ça vient vraiment alors, il y a aussi des ransomware qui arrivent avec une complicité interne. Ah oui? Tu vois? Eh oui. C'est hyper poussé, effectivement. Ouais. Et quand je te dis qu'on est sur du crime organisé, on est sur du crime organisé. C'est-à-dire que le gars va postuler
pour un poste bien précis dans l'entreprise, mais en fait, c'est une taupe. Et il va essayer de collecter soit des informations, soit aider un groupe mafieux, comme tu l'as dit, hein, à juste titre, pour venir mettre un ransomware ou quoi dans l'entreprise. Et ce qui je suis désolé, hein, ça rend un peu parano. Hein, Non, mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Ce qui est terrifiant, c'est que avec ces histoires de ransomware, on n'a même pas vraiment besoin d'être, je sais pas moi, Renault ou une grande société, parce que même une société de taille moyenne peut payer quelques dizaines ou quelques 100, 200 000 euros. Si l'avenir de la boîte est en danger parce que tout le système est bloqué, eh ben t'imagines, pour gagner 100 ou 200 000 euros, ou peut-être même plus, je ne sais pas si mes chiffres sont exacts, mais pour gagner ce genre de chiffres, ça vaut bien le fait de postuler, enfin d'avoir une personne qui postule pour... et puis, il va postuler à 3-4 postes différents dans différentes boîtes, et puis prendre celui où il a besoin d'y être 4 jours, et après c'est terminé, il disparaît. Quoi. Mais nous, clairement, on a des PME qui nous appellent. Ouais. On n'a pas que des groupes du CAC 40. Parce qu'en plus, ils savent très bien que les groupes du CAC 40 ont quand même une fâcheuse tendance à être beaucoup plus protégés en termes de sécurité que la PME, qu'une grosse PME. D'accord. Donc en termes de sensibilisation, aussi pour reprendre un petit peu, donc on a cet escape game qu'on aime bien faire. On a un jeu de cartes aussi chez nous qui est assez sympa, où tu peux jouer à la pause café et qui te décrit différents scénarios et tu peux répondre avec différentes cartes, un peu à la Magic l'Assemblée, tu vois, ou à Pokémon, ça dépend de la génération auquel on fait partie. Et donc tu réponds avec le jeu de cartes, par exemple, je sais pas, virus, tu mets soit une carte antivirus, par exemple sur le phishing, tu vas mettre ah non, moi j'ai été sensibilisé à la sécurité, etc. Et du coup, tu arrives à marquer des points, etc. On a des jeux. Et puis après, on a des événements aussi où, par exemple, alors il y a une vidéo qui avait été virale, qui avait été diffusée sur Internet. C'est des Hollandais qui l'avaient faite, mais nous on fait pareil en fait. On fait dans un séminaire d'entreprise où on fait un stand de voyance et où il y a un faux voyant et en fait on demande aux gens de s'enregistrer juste avant sur une feuille avec leur nom, leur prénom, grosso modo. Et après nous on a une équipe de hackers qui va checker absolument tout ce qu'ils trouvent sur les réseaux sociaux, etc., etc. Et en fait, le faux voyant révèle des trucs sur la vie de la personne. Et à la fin, on fait tomber le voile et il voit l'équipe de hackers derrière. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on fait aussi et qui ont un impact hyper fort sur les utilisateurs. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire, en fait, quand je fais de la sensibilisation, c'est de toujours trouver le pendant avec la vie perso et leur montrer que non seulement, effectivement, ça va leur servir dans l'entreprise et ça va servir à ce que l'entreprise ne se fasse pas attaquer, mais ça va aussi leur servir dans leur vie perso. Parce que je pense que c'est important aujourd'hui. On est tous connectés à Internet. À une époque, on se connectait, je crois que tu en parlais dans le rendez-vous tech qui a été diffusé au début, avant tes vacances, mais il n'y a pas si longtemps, avec notre ami qui travaille chez TF1. Et où on disait qu'à une époque, la référence, c'était la connexion Internet du bureau. Et qu'effectivement, lui, avec ses 10 gigabits chez Free à la maison, il avait mieux qu'au bureau presque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme on est de plus en plus connectés, les mesures qu'on va prendre au travail peuvent servir aussi énormément à la maison, à pas se prendre un crypto-locker, à pas se prendre un ransomware, à pas se faire ficher. Enfin voilà. Donc j'essaye toujours de ramener ça à la vie privée. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de comment se passent ces séances de voyance et comment réagissent les gens surtout? Est-ce que c'est vraiment oh mais mon Dieu, j'aurais jamais pu imaginer que vous pourriez trouver tout ça? Comment ça se passe dans la pratique, quoi? Tu vois les gens qui rentrent dans la pièce après que Valérie Damido fait leur maison. Ils font tous t'as un petit peu coupé. La bouche. T'as un petit peu coupé, mais je crois que tu parlais de après que Valérie, je sais pas quoi, ait refait leur maison, c'est ça? Ouais. Est-ce que tu vois la tête des gens quand Valérie Damido, elle leur faisait découvrir la maison qu'elle avait refaite? Alors, je sais pas qui est Valérie Damido parce que je regarde pas la télé, mais je peux imaginer ce dont tu parles. Bon, alors en fait, c'est une présentatrice qui refaisait l'intérieur complet des maisons des gens, et les gens faisaient tous des waouh, et en se mettant la main sur la bouche. Et c'est la même chose. Et voilà. Alors après, on a
Alors, Mais c'est-à-dire que vous découvrez quel type d'informations, genre les enfants où ils vont à l'école, le type de voiture, enfin je sais pas, c'est ce genre de choses. Ta voiture, si tu as mis des annonces sur Le Bon Coin, parce qu'avec ton adresse mail, on va retrouver si tu as mis des annonces sur Le Bon Coin. Donc il y en a, on va leur dire, tiens, elle est sympa ta maison, en plus, dis donc, elle est à vendre, 240 000 euros, c'est un joli budget, tu vois, enfin. Et le gars, il te regarde, mais le problème, c'est que effectivement, des fois, on va pouvoir trouver. Alors après, ça reste entre la personne et nous, et c'est pas diffusé, si tu veux. Hein, mais parfois, on va retrouver ses numéros de carte bleue sur le dark web. On va retrouver des informations. Enfin, voilà, des informations sur ses connexions à son compte bancaire, etc., etc. Donc ça permet de faire beaucoup de sensibilisation parce que le faux voyant, en fait, il a une oreillette Bien sûr, ouais. Voilà, il a une oreillette et les gars au fil de l'eau en fait disent au voyant ce qu'ils trouvent et le voyant amène ça dans la conversation avec la personne. Voilà, et à la fin, tu as le C'est marrant, j'aimerais presque faire ça, tu sais, être le voyant et faire le truc, faire mon petit jeu d'acteur. Ça a l'air vraiment marrant comme Alors, normalement, je fais le voyant, je devrais faire le voyant avant la fin de l'année. Parce que le collègue qui organise ça, c'est que j'adore faire ce genre de truc. Voilà. Après, moi, j'ai animé aussi un stand dans une banque qui était hyper intéressant, en fait, où les gens, pareil, ils ont fait waouh, où je leur ai montré les outils d'espionnage. Mais là, des outils physiques. C'est-à-dire un briquet caméra, une caméra endoscopique, un copieur de badge. Toi, très souvent, les gens, ils vont aux toilettes, ils laissent traîner le badge de la boîte sur le bureau. Je leur ai montré qu'en une demi-seconde, suivant le type de badge, j'arrivais à le copier et potentiellement, alors déjà, même si je ne veux pas faire d'acte malveillant, même en allant dans la salle machine ou des trucs comme ça, typiquement, comme son badge, il sert à payer la cantine, au moins, je peux manger à l'œil, quoi. Tu vois. Ouais. Mais c'est quoi comme appareil? C'est un petit truc de la taille d'un téléphone, tu le passes sur le badge et t'as les... Ouais, ça fait la taille d'un téléphone à peu près, ouais, c'est ça. D'accord. Qui coûte 7 euros sur 7 euros sur AliExpress. D'accord, oui, c'est ça vient de Chine, évidemment. Ok, donc, bon, on comprend un petit peu comment fonctionne la sensibilisation. Il y a d'autres types d'interventions que tu fais et que vous faites. Tu me parlais d'analyse de risque. Là, c'est un truc qu'on a évoqué. J'imagine qu'il n'y a pas forcément besoin d'en dire énormément de choses. Vous faites du pen l'analyse de testing. risque, ça vient en amont, en fait. Hein, donc, on vient voir un petit peu tous les risques qui pèsent sur l'entreprise. Et puis après, on fait ce qu'on appelle un plan de traitement des risques pour réduire les risques au niveau acceptable pour l'entreprise. Voilà. D'accord. Et donc, ça veut dire, c'est là qu'on parle de changer la configuration de vos serveurs, mettre à jour les versions des OS et appliquer les mises à jour de sécurité, c'est ce genre de choses? Ouais, c'est ce genre de choses. Après, l'analyse de risque n'est pas forcément uniquement centrée sur la partie informatique. Elle peut être plus large et aborder la partie organisation de l'entreprise, etc., etc. Et c'est quel genre de choses que vous conseillez, que vous recommandez dans ce domaine? En général, on essaye d'adapter l'organisation de l'entreprise pour l'optimiser et limiter les risques. Si on s'aperçoit que, par exemple, entre deux services, la communication est trop compliquée, on peut aussi émettre que c'est un risque pour l'entreprise et leur proposer une organisation différente pour travailler de concert plus facilement. Mais juste pour que je comprenne bien, quel service pourrait se parler de manière compliquée à tel point que ça pourrait mettre en danger? En fait, parfois, notamment, c'est des trucs basiques, mais par exemple, parfois le RSSI, donc le responsable sécurité des systèmes d'information, parfois il est rattaché à la direction générale et parfois il est rattaché à la direction informatique. Et en fait, fonction de comment il est rattaché, soit il n'a pas d'équipe pour lui et il est obligé de demander du temps au DSI qui va lui dire non, j'ai personne pour toi, donc tu peux pas bosser sur tes sujets sécurité, tu vois. Soit c'est encore pire, le DSI va être son supérieur hiérarchique. Donc on essaye toujours de trouver un moyen et en fonction de l'organisation de l'entreprise pour leur dire si vous essayez de fonctionner, de placer le RSSI à cet endroit-là et le DSI à cet endroit-là, non seulement ils vont pouvoir communiquer plus facilement, mais en plus vous allez pouvoir faire avancer vos sujets en termes de sécurité. Ouais. Parce que ce qui est terrible, et je pense que la plupart des gens qui connaissent le sujet le comprennent, ce qui est terrible avec la sécurité informatique, c'est comme les assurances, c'est que
tant que t'as pas eu de problème, tu dis bah je vais dépenser de l'argent. Pourquoi? Je vais dépenser de l'argent pour que rien ne change en fait, pour que les choses continuent à fonctionner telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Donc cet argent, je pourrais le mettre ailleurs, même si on parle uniquement d'informatique, je pourrais le mettre dans la mise à jour du parc informatique des collaborateurs pour qu'ils soient plus, pour qu'ils travaillent mieux, etc. Ouais. Et donc, c'est hyper difficile pour les gens qui sont en charge de la sécurité informatique de la boîte de convaincre les gens qui sont responsables des budgets de leur donner les budgets dont ils ont besoin. C'est pas que de ça, mais c'est aussi ça, je pense. Le ROI, hein, donc le retour sur investissement en termes de sécurité, ça fait 20 ans que j'essaye d'expliquer aux gens comment le calculer et effectivement, c'est compliqué. Alors, c'est moins compliqué aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, mais ça reste encore, malheureusement, malgré l'actualité, compliqué. Après, on a quelques petites réglementations qui viennent, dont on va parler après, mais qui permettent de sensibiliser aussi les directions et de leur dire de toute façon, là, vous n'avez pas le choix parce que c'est la loi et donc vous devez vous mettre en conformité. Donc, ça aide à débloquer certains budgets. Mais j'avoue que le retour sur investissement en termes de sécurité, c'est compliqué. Et aujourd'hui, on a des notions très, très importantes, notamment avec le RGPD, etc., qui est arrivé, qui sont les notions de security by design et privacy by design. Donc, sécurité en amont, hein, dès le départ du projet. Et aujourd'hui, en fait, là-dessus, c'est assez simple de faire comprendre aux gens, de leur montrer que, OK, mettre de la sécurité dans le projet et dans l'applicatif, dès le début, ça va leur faire perdre un peu de temps, mais ça va leur coûter tant. Alors que si on doit corriger une fois que le projet est déjà terminé, ça va leur coûter 4, 5, 6, 10 fois plus. Donc ça reste assez facile à montrer, mais c'est un discours qui passe que depuis 3-4 ans, quoi. Ouais. Et puis j'imagine qu'il y a des cas aussi où on parle souvent avec un petit peu d'humour de sociétés qui travaillent avec des systèmes hyper anciens qui veulent pas mettre à jour, des systèmes qui sont plus supportés. On pense à Windows XP ou ce genre de trucs. Mais parfois, c'est pas du une NT4 il n'y a pas si longtemps. Ouais, mais parfois c'est des chantiers énormes que de mettre à jour ces infrastructures parce que de l'OS découle tout un tas de choses et parfois des systèmes critiques. C'est pas juste que les gens sont paresseux et tu vois ils ont pas envie de lancer la mise à jour quoi. C'est des trucs qui sont beaucoup plus complexes que ça. Alors évidemment c'est pas le cas de toutes les sociétés. Souvent c'est beaucoup plus. Non, mais tu as raison. Très souvent c'est lié à des contraintes réglementaires. Par exemple, moi j'étais tombé sur une machine de ce type dans un laboratoire pharmaceutique et le laboratoire pharmaceutique travaillait avec les États-Unis et en fait ce logiciel qui n'était plus maintenu et qui devait fonctionner pour le bien du laboratoire, était le seul qui était approuvé par la FDA américaine. Donc, s'ils voulaient continuer à travailler avec les États-Unis, ils étaient obligés d'utiliser ça, qui tournait sur un vieux serveur NT4. Hein. Ouais. Bon, donc on a parlé d'analyse de risque. Tu as mis aussi une section cloud et sécurité. C'est différent d'analyse de risque. C'est pas la sécurité parce que tout est un petit peu dans le cloud aujourd'hui. Alors le problème, c'est qu'effectivement aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en cours de transition vers le cloud et que on n'aborde pas du tout la sécurité dans le cloud comme on peut l'aborder quand on a son propre data center, par exemple, ou quand on a sa propre salle machine dans les bureaux. Quand on parle de cloud et de sécurité, très souvent, je cite un philosophe qui s'appelle Maître Yoda, qui dit « tu dois désapprendre ce que tu as appris ». Parce qu'il y a plein de vieux réflexes que les vieux de la vieille comme moi qui font de l'informatique depuis 20 ans ont en disant tiens, on va faire un firewall à tel endroit avec une DMZ, donc une zone démilitarisée, tu vois, c'est une zone où on met des serveurs qui sont exposés sur Internet mais qui sont quand même coupés du monde intérieur de l'entreprise par un firewall, etc. Et il y a plein de choses, plein de réflexes qu'on a de ce type qu'on ne peut plus avoir, tu vois. On a tendance à vouloir travailler toujours avec des adresses IP fixes, à dire tel serveur, c'est telle adresse IP, tu vois. Et ça, c'est très dangereux. Alors ça, dans le monde normal, ça marche très très bien. Dans le monde du cloud, la plupart du temps, si tu fais ça, tu te coupes du côté scalable du cloud, puisque tu vas avoir des machines qui vont monter et descendre à la volée en fonction de la demande sur ton serveur, tu vois. Donc, par exemple, je sais pas, moi, mon serveur va monter à 30% d'utilisation de microprocesseurs.
j'estime que c'est une montée en charge suffisamment importante pour dire je vais lui adosser un second serveur pour le soulager. Ah oui, et donc si tu as dit à tout ton système, mon serveur c'est telle adresse IP, il y en a qu'un et c'est celui-là, bah t'es foutu parce que tu peux pas déporter la charge de travail sur 2 serveurs différents. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Donc tu peux dire, alors après tu peux dire oui, je vais travailler avec des pools d'adresses, etc. Mais tout ça, il faut y penser en amont parce qu'effectivement, sinon tu risques de te bloquer et de te couper des fonctionnalités du cloud qui sont hyper importantes, notamment cette notion de scalabilité. Donc, quand tu parles de cloud et de sécurité, c'est plus un autre set de préoccupations et de choses auxquelles il faut faire attention quand on travaille dans le cloud et pas juste en réseau interne. Exactement. D'accord. Et donc ça, j'imagine que vous analysez les risques et les optimisations un petit peu de la même manière, sauf que ça s'applique au cloud. Oui, aujourd'hui, on intervient beaucoup sur AWS et Azure, assez peu sur Google Cloud Provider pour l'instant. Parce que Google avait un train de retard pendant longtemps, ils se sont bien améliorés, mais il faut aussi le temps que le travail des commerciaux et du bouche à oreille se fasse. Ouais. Mais pour ceux qui ne savent pas, AWS, c'est Amazon Web Services qui représente l'essentiel des services vendus à des sociétés pour des serveurs cloud, quoi, aujourd'hui. Ouais, même si Azure est en forte montée, et même des gens comme Netflix qui travaillaient exclusivement avec Amazon commencent à avoir également des serveurs chez Azure. Donc Azure, c'est Microsoft. Oui, Azure, c'est Microsoft. C'est Microsoft Azure. Et aujourd'hui, un des gros points sur lequel on intervient, c'est Office 365. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est un gros point ? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, pour des raisons de simplicité d'utilisation de licences, etc., migrent sur Office 365. Parce que ça évite aussi d'héberger la messagerie en interne dans l'entreprise. Hein, c'est Microsoft qui va tout gérer, etc. Oui, pour ceux qui ne savent pas, Office 365, en fait, c'est la formule Software as a Service d'abonnement en fait à Office, et on prend des licences pour X collaborateurs dans l'entreprise et ils se connectent, soit ils téléchargent l'application sur leur ordinateur, soit on se connecte directement sur le web et tout est hébergé chez Microsoft, sur Azure. Voilà. Sauf que pour la partie entreprise, tu peux même remplacer donc ton PABX, donc la partie qui gère la téléphonie de l'entreprise. Tu peux même l'intégrer, etc. Tu peux intégrer Skype, etc. Et ça pose un grand nombre de soucis en termes de sécurité, y compris sur l'annuaire de gestion des identités Active Directory chez Microsoft, etc. Donc nous, on intervient sur la sécurisation de tout ça et comment optimiser pour éviter les attaques. Il y a beaucoup d'attaques sur des usurpations d'identité, sur des brutes force sur des comptes de collaborateurs, etc. Donc pourquoi on essaye de mettre en place. Pourquoi est-ce que c'est plus dangereux du coup quand c'est sous forme de Office 360 ? Tu veux dire que c'est pas derrière le firewall de l'entreprise sur son réseau interne, mais n'importe qui peut peut taper sur son navigateur la page web de Office et essayer de se connecter avec l'adresse mail d'un des collaborateurs de l'entreprise, c'est ça ? Ouais, parce qu'en fait, mine de rien, tu augmentes ta surface d'exposition et ta surface d'attaque. Ton annuaire d'entreprise, quand tu as un Active Directory dans l'entreprise, personne n'y a accès. Alors, sauf cas particulier où ils font de l'exchange en mode web qu'on appelle OWA, mais grosso modo, normalement, l'annuaire, il est dans l'entreprise et on n'y a pas accès. Mais là, forcément, c'est chez Microsoft. Les attaquants, ils vont savoir que c'est du Office 365, ils vont essayer de rentrer. Donc parce qu'il y a toujours des fuites d'informations, il y a toujours des trucs dispo. Dark web, deep web, pour moi, ça n'existe pas. C'est des notions purement pas commerciales, mais marketing, on va dire. Mais voilà, tu as toujours un endroit sur le net ou sur le net planqué qui va relever les informations et qui va te dire tiens, telle entreprise, elle est sur Office 365. Leur politique d'adresse mail, c'est prénom.nom. Et quand tu es sur Office 365, pour te connecter, tu vas pas utiliser un login souvent comme en entreprise, tu vas utiliser une adresse mail. Tu vois ? Donc, du coup, si tu connais la politique d'adresse mail, tu peux aller faire du forcing sur les mots de passe, etc. Donc, nous, on essaye de voir avec les clients pour mettre en place de l'authentification multifacteur, mettre en place des équipements de sécurité qui vont chiffrer, déchiffrer à la volée les informations, voir si tout est OK dans ce qui passe dans les flux de l'entreprise, etc. etc. Voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses.
Je te pose la question par rapport à un truc qu'on a évoqué à plusieurs reprises et qu'on entend partout. Le dark web, le deep web, tous ces trucs-là, tu dis, ouais, enfin, c'est juste le web, quoi. C'est peut-être un peu caché, mais qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce qu'on sait ce que ça veut dire pour dans l'inconscient collectif des utilisateurs qui ont peur de tout, moi y compris. Le dark web et le deep web, c'est des trucs où on peut pas se connecter facilement. Ça passe justement par le réseau Tor ou Dieu sait quel type d'outils il faut pour y accéder. Pour toi, c'est quoi ce dark web et ce deep web qui en fait n'existent pas? C'est juste des sites qu'il faut connaître, mais c'est quoi? Ouais, enfin pour moi c'est des alors que moi-même j'emploie ces termes, hein, parce que malheureusement ça parle dans l'inconscient collectif Mmh. ou dans le conscient collectif, je ne sais pas. Mais le deep web typiquement aujourd'hui tu peux considérer un forum comme du deep web. D'accord. C'est Tu juste c'est vois un forum qui est un peu caché, enfin mais où ils parlent, parce ils qu'il faut échangent un ce genre compte. d'infos, quoi. Voilà, c'est pas indexé par les robots. Mmh. D'accord. Donc on pourrait dire que tout ce qui n'est pas indexé par les robots de Google, les robots des moteurs de recherche en général, de Quant, hein, par exemple, qu'on vous conseille bien entendu. Voilà, c'est pas référencé par les robots, donc c'est caché, donc c'est du deep, Mmh. tu vois. Et pour ceux qui ne le savent pas, pour pas être indexé par les robots de recherche de Quant Google, il y a un système très simple qui fonctionne très bien. Vous avez un fichier sur votre serveur qui dit je veux pas être indexé. Et évidemment, voilà. Google, c'est un système qu'a mis en place Google pour justement pallier aux problèmes de vie privée où ils indexaient tout et certains sites ne voulaient pas être indexés. Donc ils ont dit ok, pas de souci, vous mettez Un robot.txt à la racine de votre site. Et voilà. Voilà, et vous dites dans ce fichier que vous voulez pas être indexé, et c'est pas indexé. Donc effectivement, c'est très très simple à faire, quoi. Oui, c'est assez simple. Après, effectivement, la partie dark web, on appelle comme ça, bien entendu, c'est une grosse majorité du réseau Tor. Mais le problème, c'est qu'à la base, le réseau Tor, il n'était pas là pour héberger des markets qui vendent de la drogue, des armes et font de la prostitution, quoi. Mm. Il était là pour avoir un réseau qui nous permettait de préserver notre anonymat. Mm. Donc, Ouais. c'est péjoratif de l'appeler dark web. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à surfer sur le web en 95-96, on me disait, ah ouais, on me regardait comme si j'étais un gros pervers parce que pour eux, pour les gens, Internet, c'était que le porno, quoi. Je leur disais, mais non. Et au final, le réseau Tor, ben, c'est pareil. Il y a des trucs tout à fait légaux et normaux sur le réseau Tor. C'est juste des gens qui partagent des trucs et qui ont envie de préserver leur vie privée, leurs données, qui veulent pas savoir, qui veulent pas qu'on sache qui ils sont. Et c'est ça qu'offrait le réseau Tor à la base. Et il a été détourné de sa fonction première pour du coup effectivement par les mafieux pour dire bah voilà on va. Alors d'ailleurs il y a des Français parce qu'il y a 3 Français qui se sont fait attraper la semaine dernière ou il y a 2 semaines qui avaient le plus gros market français en termes de vente de drogue etc. Et puis après il y a toujours des anecdotes rigolotes avec je crois que c'est enfin pas ados mais jeunes adultes en fait qui se sont fait attraper il y a pas longtemps non plus parce qu'ils avaient mis un site sur le réseau Tor mais ils envoyaient tout par la poste avec leur vrai nom, leur adresse et ils payaient eux-mêmes leur timbre. Donc, voilà. Pas mal, pas mal. Donc je me suis dit voilà c'est les gars ils vont piquer une bagnole parce qu'ils sont allés acheter qui est en vente sur le bon coin, ils veulent la piquer mais ils laissent leur pièce d'identité Ouais, quand c'est ils ça. vont l'essayer tu vois enfin, voilà bref donc D'accord. donc voilà donc pour moi voilà c'est ça donc après je sais bien que maintenant deep web dark web ça parle aux gens ils Bien sûr. visualisent Non, mais et bon, puis il y a c'est quand plus même des un termes petit peu marketing qu'autre de... chose. Oui, mais il y a quand même... Enfin, on existe aussi par son nom, et c'est important de pouvoir nommer les choses. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de ça aussi, donc... Ouais. Une autre grosse partie de ce que tu fais, c'est la mise en conformité avec les réglementations, nouvelles ou anciennes, et l'accompagnement à la certification. Je ne sais pas si on peut les mettre dans le même panier. Ouais, oui. Ouais. Ça consiste en quoi je pense que tout le monde a une idée plus ou moins claire de ce que ça veut dire d'être conforme au RGPD ou du travail des consultants qui vont vous aider à faire ça. Mais ça veut dire quoi concrètement ? Aujourd'hui, alors je te cache pas qu'en plus là, alors bizarrement, depuis l'annonce de l'amende de British Airways, donc pour info, hein, British Airways a écopé d'une amende d'à peu près 200 millions d'euros suite à une fuite d'informations.
fuite d'informations qui a eu lieu via un site de phishing. Donc en fait, les pirates avaient reproduit le site de British Airways. Et donc du coup, les passagers venaient s'enregistrer et venaient mettre leurs données personnelles et leurs coordonnées bancaires sur ce site. Et du coup, il a été estimé que British Airways n'avait pas fait ce qu'il fallait pour que ça n'arrive pas, et du coup, est copé de 200 millions d'euros d'amende. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, eux, concrètement pour ça? Parce que c'est pas sous leur contrôle, le fait qu'un organisme tiers crée un site qui ressemble au leur. Donc, quelle est leur responsabilité? Alors, il y a plein de sociétés qui font des cellules de veille là-dessus, à la fois sur le dark web, pour vérifier qu'il n'y a pas d'informations liées à l'entreprise qui sont en vente, et à la fois sur le web, on va dire classique, pour vérifier qu'il n'y a pas de sites de phishing qui sont employés. Très souvent, en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, on commence par regarder les noms de domaine. Quand tu veux monter un phishing de cette ampleur, très souvent, les hackers vont essayer de récupérer des noms de domaine très très proches de ce que tu peux avoir. Donc, on regarde l'enregistrement des noms de domaine. Tout domaine qui est proche, qui est enregistré, fait remonter une alerte. Également, très souvent, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aspirer une partie de ton site pour récupérer des images, etc., etc. Donc ça, on arrive à le détecter et à remonter des choses aux clients. Voilà, il y a tout un tas de manipulations qui font que on est quand même capable, très souvent, et moi c'est arrivé là pour un client il n'y a pas très longtemps, on a mis en 2 heures, 2 heures et demie, on a envoyé une alerte au client en lui disant attention, il y a un site de phishing qui est en train de se monter. Donc il existe quand même quelques moyens techniques pour scruter et vérifier qu'il n'y a pas des choses. Donc c'est un manquement à de la veille en fait Clairement, dans leur cas, je pense que c'est plus un manquement à de la veille que sur leurs infrastructures de sécurité, effectivement. D'accord. Donc, pour justement cette question de mise en conformité, de certification, qu'est-ce que vous faites, vous, concrètement? Alors nous, on intervient dans différents domaines, aussi bien sur la partie technique que sur la partie qu'on appelle gouvernance, donc organisation de l'entreprise en termes de sécurité. On intervient donc sur la partie règlement européen sur la protection des données, ça forcément beaucoup, sur le cycle de vie de la donnée personnelle au sein des entreprises, et on les aide à créer le fameux registre des traitements où ils doivent déclarer tous les traitements automatiques ou semi-automatiques qui sont faits dans l'entreprise sur des données personnelles. On leur apprend à créer les politiques de durée de rétention. Combien de temps je peux garder les données liées à un prospect? Combien de temps après la fin d'un contrat de mon client je peux garder les données, etc., etc. On intervient aussi pour les aider à optimiser les scripts d'anonymisation, parce qu'il y a des données qui peuvent conserver à des fins statistiques, mais qu'ils doivent anonymiser parce qu'ils n'ont plus le droit de les conserver avec les données personnelles à l'intérieur. Donc on étudie avec eux comment anonymiser tout ça, et en gros répondre aux différents droits d'accès que peuvent demander les utilisateurs. Ça, c'est pour la partie RGPD. Après, on intervient aussi sur la loi de programmation militaire. Donc là, tu n'auras pas de nom puisque c'est totalement confidentiel défense. Mais la loi de programmation militaire, c'est une loi qui, en France, en fait, déclare ce qu'on appelle des opérateurs d'importance vitale, qui sont en général des sociétés liées à l'énergie, au transport, à l'eau, etc. L'infrastructure essentielle du pays. L'infrastructure essentielle du pays en cas d'attaque. D'accord ? Donc l'ANSSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information française, contacte ces entreprises pour leur dire, alors il y a des hôpitaux aussi, vous êtes OIV, donc vous êtes opérateur d'importance vitale, voici, on va vous aider à identifier les parties de votre informatique qui sont ce qu'on appelle je vais vulgariser, mais qui sont des parties vitales de l'informatique, parce que typiquement, à un hôpital, tout ce qui est traitement du dossier patient, par exemple, et tout ce qui est SAMU, secours, etc., va faire partie de ce qu'on appelle des SIV, donc du SI d'importance vitale. Mais par exemple, toute la partie RH, etc., la loi de programmation militaire, elle s'en fiche, elle. Que le médecin ou l'infirmière, elle n'ait pas sa paye, ça rentre pas, enfin, ça met pas en danger le pays, tu vois. D'accord. Et donc, on va les aider à rentrer en conformité
sur un certain nombre de choses que demande cette loi en termes de sécurité pour pas se faire hacker. Donc ça, c'est pour la loi de programmation militaire. Et il y a son pendant qui arrive au niveau européen, qui est la directive Nice. La directive Nice, en gros, ils ont pris la loi de programmation militaire française, ils ne se sont pas embêtés. Ils l'ont un petit peu légèrement allégé sur certains aspects, alourdi sur d'autres. Ils l'ont surtout élargi. Et donc, ils ont déterminé 2 types de sociétés. Les OSE, donc les opérateurs de services essentiels, qui sont l'équivalent de nos OIV à nous, qui vont là être encore des hôpitaux, des banques. Là, ça peut être des banques. Voilà, enfin, tous les services essentiels. Et ils ont aussi décrété qu'il y avait des fournisseurs de services numériques. Les fournisseurs de services numériques, c'est tout ce qui est marketplace, tout ce qui est Dropbox, tout ce qui est fournisseur d'un service numérique, mais qui est potentiellement un petit peu touchy, où il peut y avoir des grosses données, beaucoup de données personnelles, des données de l'entreprise, etc. Ou un marketplace important, comme peut l'être en France, par exemple, c'est Discount, etc. Et ça, c'est soumis à des questions de sécurité pour... Exactement. Donc, ils vont demander à se soumettre à un certain nombre d'exigences de sécurité. Alors, la différence pour l'instant entre les OSE excuse-moi, pourquoi est-ce que Cdiscount est au même niveau qu'une société qui travaille avec l'appareil militaire ? Peut-être pas au même niveau, mais concerné par cette loi. Les exigences sont plus faibles sur les fournisseurs de services numériques que sur les OSE. Oui, mais je veux dire, mais même, pourquoi est-ce qu'on considère un truc comme Cdiscount comme... c'est pratique de pouvoir acheter ces trucs pas chers, mais ça me paraît étrange de le mettre Alors, ça va être pareil pour Amazon, etc. Ça va être tous les marketplaces, parce que potentiellement, ils hébergent des données bancaires, parce que ils hébergent beaucoup de données personnelles sur les utilisateurs. Donc, c'est plus du registre du RGPD, on va dire, si on C'est presque lié au RGPD, et ces fournisseurs de services numériques, donc les FSN, dans un premier temps, ça va être si tu veux, et c'est là où c'est intelligent, ça va être sur le volontariat. Donc, pour eux, ça va être une vitrine. De dire, voilà, je suis fournisseur de services numériques reconnu par la communauté européenne, par les autorités européennes. Du coup, c'est un gage de sécurité plus important que le petit cadenas HTTPS quand vous connectez chez moi. Et est-ce qu'il y a des gens, des responsables, enfin je sais pas, j'imagine que tu vas parler dans certains cas à des présidents de PME ou des managers qui sont un petit peu moins préoccupés par ces questions. Est-ce qu'il y a des gens, quand tu vas leur dire, bon, il faut faire tel et tel truc, anonymisation pour le RGPD, etc., est-ce qu'il y a des gens qui disent, non, mais ça nous emmerde ces conneries, il n'y a pas moyen de faire sans, ou alors est-ce que quand tu leur dis, désolé monsieur, c'est la loi, ils disent, bon, ok, allons-y. Non, ça n'arrive jamais, ça. Tu sens l'ironie dans ma voix? Oui, j'ai bien compris, Je savais pas si j'avais bien transcrit. Si, très bien. Non, alors malheureusement, très souvent encore, c'est le discours qu'on a. Voilà, moi j'ai eu la comparaison par un directeur général, j'ai eu la comparaison entre le RGPD et le bug de l'an 2000. Où effectivement, oui, mais c'est la même chose, ça arrivera pas, il y aura pas de problème. Voilà, justement. Bon, jusqu'au jour où son voisin de palier s'est fait alpaguer par la CNIL. Alors, il n'y a pas eu d'amende, mais il y a eu une convocation. Et du coup, bizarrement, ça a sensibilisé tout de suite, les budgets ont été débloqués. Oui, accessoirement, le bug de l'an 2000, s'il n'a pas eu lieu, c'est parce qu'il y a des millions en tout cas des centaines de milliers d'informaticiens qui sont activés à corriger les systèmes. Mais bon, bref. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Bon, après, il y a quelques systèmes qui ont bugué quand même. Il y a quelques systèmes qui n'auraient pas bugué, mais de toute façon, il fallait faire quelque chose. C'est clair. Voilà. Et puis, après, tu voulais parler certification un petit peu après. Oui, en quelques mots, s'il y a des choses intéressantes à dire. Juste rapidement, en ce moment, il y a la certification HDS sur laquelle on intervient beaucoup, qui est la certification pour être hébergeur de données de santé. Donc, jusqu'à l'année dernière, en fait, tu demandais un agrément pour pouvoir héberger des données de santé. Donc là, c'est toutes les données de santé liées aux patients des hôpitaux, notamment, mais aussi des maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD maintenant, etc. Aujourd'hui, il faut passer une certification pour pouvoir héberger ces données de santé normalement, c'est pour des tiers. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est qu'aujourd'hui, la façon dont a été réorganisé l'hôpital en France,
fait qu'aujourd'hui, on a créé des GHT, des groupements hospitaliers territoriaux, qui regroupent un ou plusieurs hôpitaux, plus potentiellement des EHPAD, un SAMU, etc., etc. Et donc l'hôpital est devenu hébergeur des données de santé la plupart du temps de tous ces petits satellites qu'il y a autour. D'accord. Et donc pour garantir la sécurité de ces données et des données des patients qui sont quand même des données médicales plus que sensibles, au début il y a eu un agrément qui a été fait et maintenant il y a une certification. Qui repose sur des normes internationales, qui sont l'ISO 27001 notamment, qui explique tout ce qui est gouvernance en termes de sécurité, comment est-ce qu'on doit s'organiser, comment est-ce qu'on doit gérer les incidents de sécurité, quelle veille on doit faire. En fait, c'est l'ISO 27001, si tu veux, c'est je ne sais pas si tu connais un petit peu les systèmes SMQ en qualité, les systèmes de management qualité. C'est un système d'amélioration continue, en fait. On s'arrange pour faire un cycle infini pour s'améliorer continuellement. Donc, on s'audite, on voit les actions correctives qu'on doit faire, on relance une phase de planification, puis on réalise, puis on se réaudite, etc., etc. Et l'idée, en fait, c'est de ça s'arrête jamais, et c'est de s'améliorer continuellement. Là, c'est ce qu'on demande aux hébergeurs de données de santé, avec en plus, bien entendu, comme c'est des données personnelles, il y a une petite partie sur une autre norme ISO qui est la norme ISO 20000, etc., qui va permettre de prendre en considération un peu tout ça. C'est très très lourd. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui sont ou de sociétés qui hébergent l'informatique des hôpitaux qui sont un peu en panique sur le sujet. Et donc on intervient pas mal là-dessus aussi. Mais tout ça, donc tu vois que les domaines sont larges. Hein. Oui, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses différentes. Ces dernières choses sur la mise en conformité et les certifications, c'est des sujets qui me semblent hyper importants et qui sont du coup rassurants, qu'il est rassurant de voir qu'ils sont mis en place avec sérieux par... c'est les gouvernements finalement qui requièrent toutes ces choses-là. Ça fait longtemps qu'on a ce genre de choses qui sont nécessaires. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fait pas si longtemps que ça, au final. Ça fait quelques années, quoi. Alors, la France, c'est rare qu'on dise ça, mais la France a toujours été précurseur en termes de sécurité des systèmes d'information. D'accord. Les premières questions se sont posées dès 1978 en France. Ouf. Ah oui, d'accord. Notamment sur les données personnelles et sur l'équivalent de la CNIL. Donc en France, on est quand même précurseur. Et du coup, est-ce qu'on peut dire, ensuite c'est l'appréciation personnelle et chacun peut en avoir une différente, mais sur ces sujets, du coup, j'ai l'impression que l'État fait un bon boulot et gère bien, même si rien n'est jamais parfait, mais sur ces sujets, on est quand même, on peut être fier de la manière dont c'est géré, je crois. Est-ce que tu pourrais dire ça? Encore une fois, c'est jamais parfait, mais... En termes d'instances, aujourd'hui, les instances de type ANSSI, etc., aujourd'hui en France sont en plein essor, sont en plein renforcement de leurs effectifs. J'arrête pas de voir des copains que je connais depuis 15 ans sur LinkedIn qui vivent encore en région parisienne, qui se font embaucher par l'ANSSI. Coucou les amis. Et je trouve ça plutôt bien. Aujourd'hui, on est plutôt bon en termes de cybersécurité en France. Je ne sais pas si tu suis aussi, mais on en avait parlé dans Bits avec Christophe. Il y a un concours européen de hacking, mais qui est organisé par l'ENISA, donc qui est l'équivalent de l'ANSSI chez nous, mais au plan européen, donc qui est l'autorité qui s'occupe de la cybersécurité en Europe, qui organise un concours de hacking entre les différents pays. Hein. C'est un peu la World Cup des hackers. Et l'année dernière, pour notre première participation, hein, donc c'était la 3e ou 4e édition, on est arrivé 2e à très très peu des Allemands qui jouaient à domicile. Et en fait, les gens se sont aperçus que les petits Français ils géraient quoi. Et je trouve ça bien. Et on a des petits jeunes ingénieurs qui sortent des écoles qui sont plutôt très très bons. Et puis après, on a des gens avec plus de bouteilles comme moi qui ont un peu lâché la technique et qui aident plus sur la partie comment est-ce qu'on gère tout ça et comment est-ce qu'on orchestre. Donc
non, on a beaucoup de progrès à faire encore en France, mais on n'est pas les pires et loin de là, quoi. D'accord, bon, c'est pas exactement la réponse que j'espérais, mais c'est quand même pas complètement négatif, donc on va la prendre. Ah, non, tu voulais que je te dise quoi? On est plus beau, on est plus fort, on est... Non, j'ai l'impression qu'on a souvent envie de dire que le gouvernement sait pas ce qu'il fait et au niveau de la sécurité c'est le foutoir. Et j'ai l'impression moi que sur ces sujets importants que sont la sécurité des données, en particulier dans le cas je me souviens plus du nom des acteurs vitaux, et puis la question du RGPD dont on a beaucoup parlé. Le gouvernement et les gouvernements européens ont pris les choses à bras-le-corps et ont implémenté des régulations et des obligations finalement que les sociétés n'auraient pas envie de mettre en place s'ils n'y étaient pas contraints, mais qui pour le coup bénéficient de cette contrainte au final et nous en bénéficions tous. Et ça, c'est tu vois, le fait que les experts en sécurité disent il faut faire comme ci et comme ça s'accompagne pas forcément, je parle d'experts en sécurité mais dans tous les aspects techniques, ça s'accompagne pas forcément d'une action volontaire des gouvernements dans l'informatique ou dans d'autres choses. Et là, j'ai l'impression que, d'après tout ce que tu me dis et d'après ce que j'en sais un petit peu, c'est quand même, il y a une volonté de mettre les choses en ordre dans ces domaines-là et de faire en sorte qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi avec toutes ces données ou avec toutes ces pratiques qui peuvent devenir dangereuses. Donc, je trouve ça positif. Mais... Oui, mais c'est positif. Je veux dire, en France, en termes de cybersécurité, on est plutôt bien lotis. Effectivement, comme tu le dis, les instances étatiques obligent les entreprises à se mettre en conformité et à prendre en compte cette sécurité. Aujourd'hui, ils sont quand même conscients. Après, on adhère, mais là, c'est différents types de gouvernements en plus qui ont mis tout ça en place. Donc, on peut pas dire c'est la droite, c'est la gauche, etc. Là, ça dépasse ce cadre. C'est pour le bien national dans son ensemble. Et là, peu importe le bord dont on fait partie. Et clairement, aujourd'hui, ces instances-là, qu'elles soient de droite ou de gauche, savent très bien que la guerre cyber, elle est déclarée. Aujourd'hui, les Américains attaquent les Russes, qui attaquent les Américains, qui attaquent les Chinois, enfin bref. Donc, on le sait, ça existe. Donc, on souhaite s'en prémunir. Et effectivement, la loi de programmation militaire, c'est une loi qui est compliquée parce que effectivement, elle impose des contraintes très très fortes à certaines entreprises qui, alors malheureusement, parfois en ont difficilement les moyens, parce que par exemple, parfois un petit producteur d'eau qui va produire quelques milliers de bouteilles à l'année va être déclaré opérateur d'importance vitale. Pourquoi ? Parce que c'est le seul capable de fournir de l'eau potable dans un rayon de 100 km en cas de blocage du pays. D'accord. Ouais. Et donc du coup, mais tu vois, lui, le budget va être énorme pour se mettre en conformité. Mais le fait qu'on regarde ce genre de problème et qu'on sache, tu vois, qu'il y ait des gens dans le gouvernement qui aient été chargés de se dire, ok, c'est pas un boulot sexy, c'est pas un truc qui est hyper glamour dans le domaine de l'informatique où on parle du nouvel iPhone et machin. Il y a des gens qui vont aller passer le pays au peigne fin et qui se disent, ok, s'il y a un problème d'infrastructure majeure dû à une attaque informatique, qu'est-ce qui se passe dans telle et telle région et tout bête, comment est-ce qu'on fait pour avoir de l'eau potable à tel endroit ? Eh ben, il n'y a que tel fournisseur qui va pouvoir faire ça et donc il faut qu'il fonctionne même en cas d'attaque informatique importante. Bah, c'est un truc qui est pas évident, quoi. C'est vraiment qu'il faut qu'il y ait une volonté politique forte qui, à mon sens, est louable. Et je sais même pas qui a pris l'initiative. Et ça n'a pas d'importance. Qui a pris cette initiative de quel bord politique, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est que quelqu'un l'a fait et que ça a été fait. Et que c'est, tu vois, cet exemple que tu donnes, il est édifiant. Un petit producteur, bah oui, c'est chiant pour lui, effectivement, mais c'est comme ce dont on parlait tout à l'heure. Un responsable de PME qui se dit j'ai pas envie de mettre du budget dans la sécurité informatique parce que pour le moment tout va bien et puis tant que ça va bien, pourquoi est-ce que je dépenserais de l'argent pour que ça continue à aller bien ? Eh ben, le jour où il y a un problème de sérieux dans les infrastructures du pays,
on sera effectivement bien content d'avoir de l'eau potable pendant les 7 jours où il y a un état d'urgence qui est déclaré parce qu'il y a eu une attaque, une panne, quelque chose. Et les gens qui peuvent boire cette eau potable, ils seront bien contents que l'État s'en soit occupé, quoi. Oui. Bon, après, malheureusement, la loi, la LPM, on a commencé à se pencher dessus après le 11 septembre. Ouais, mais tu vois, ça c'est aussi le problème. Les experts parlent des problèmes et les remontent de toujours, et il faut qu'il y ait à un moment un truc qui se passe pour qu'on commence à les écouter, c'est sûr. Et ça, c'est la réalité dans tous les domaines. Mais bon, là, on est dans une situation où, dans cet aspect de ce problème, j'ai l'impression qu'on le prend au sérieux. Je sais pas si... Bon, t'as l'air plus réservé que moi, mais c'est ta prérogative aussi. Et puis, en tant qu'expert, tu dois être un petit peu plus au fait de la chose que moi, quand même. Puis je suis parano, surtout. Je suis devenu totalement parano. Hein. Mais bon, après, les prémices de la loi militaire... Les prémices de quoi, pardon, t'as coupé. Les prémices de quoi ? Les prémices, c'est 97 de souvenirs, où on a commencé à se poser des questions, et ça s'est accéléré après le 11 septembre. D'accord. Bon, écoute, je crois que ça va nous amener à la fin de cet épisode avec cette conclusion sur les infrastructures et la sécurité des infrastructures bien intéressante. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir passé cette heure et quart un petit peu plus avec nous. Merci à toi. Que tu peux nous dire et dire aux auditeurs où ils peuvent te retrouver s'ils veulent entendre plus de ces sujets, d'autres sujets informatiques ou peut-être même, qui sait, de rugby au hasard. Ah ouais, alors le podcast sur le rugby, malheureusement, il s'arrête. Oh non mais ne pouvant pas faire mon Patrick Béja, aller vivre en Finlande et vivre de mes podcasts, mon podcast sur le rugby va s'arrêter. On va aller jusqu'à la 100e émission. Et après, on arrête. On finira sur un feu d'artifice à la 100e. D'accord. Donc, un podcast qui s'appelle Chic Chac. Sinon, vous pouvez me retrouver @lbstéphane sur Twitter. Voilà. De temps en temps, chez Studio Renegades, dans l'émission Beats. Et si vous voulez pas m'entendre parler de sécurité ou de techno en particulier, mais que vous voulez entendre parler d'impression 3D, vous me retrouvez sur ma chaîne YouTube Révolution 3D, puisque voilà, c'est ma deuxième passion dans la vie et j'essaye de faire partager ça à tout le monde. Super, merci beaucoup Stéphane. J'espère que ce gros épisode sur le métier des consultants en sécurité aura intéressé les auditeurs. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram, bien sûr. J'imagine que j'ai posté un petit peu de mes photos de vacances sur Instagram également. Donc, vous pouvez me retrouver @NotePatrick là-dessus. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, si vous l'appréciez et si elle vous apporte quelque chose, même pendant l'été, vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech et décider de soutenir financièrement le Rendez-vous Tech au montant que vous voulez, pour le nombre d'épisodes que vous voulez. Vous gardez entièrement le contrôle sur tout ça, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, même depuis votre mobile, même depuis la plage, c'est possible et ça se fait en 2 minutes. Vous allez sur patreon.com/rdvtech et le lien est bien sûr dans les notes de l'émission. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on se retrouve très vite pour la suite du Rendez-vous Tech. Ciao à tous!